Bonjour PA, merci d'être parmi nous. Tu es associé directeur du développement chez Iroko. Salut Clément, ravi d'être avec vous, ravi d'être avec Louvre. Merci beaucoup. Ce que je propose dans un premier temps, c'est si tu peux nous en dire un peu plus sur Iroko, une société de gestion assez jeune et évidemment votre produit phare, la SCPI Iroko Zen. Écoute, avec plaisir. Iroko, c'est une société de gestion, donc tu l'as dit, qui s'est lancée en juin 2020, donc il y a un peu plus de 2 ans et demi, qui compte aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs. On a beaucoup grossi en 2 ans et demi. Iroko, c'est quoi? Quelle est la mission en fait d'Iroko? C'est d'offrir aux épargnants des solutions d'épargne en immobilier, simples, accessibles et avec beaucoup de pédagogie. Ça, la pédagogie, c'est un de nos maîtres mots. Effectivement, on a voulu mettre de la pédagogie à la fois sur la souscription, c'est-à-dire faciliter, et notamment avec Louvre, les parcours digitaux de nos clients, leur suivi d'épargne, mais également de la pédagogie autour de la compréhension même de la SCPI. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait en commun, puisqu'il est effectivement fondamental de bien comprendre dans quoi on investit. Et la pédagogie passe par l'explication de nos acquisitions, etc. Maintenant, si je zoome effectivement sur la SCPI Iroko Zen qui fait que je suis parmi vous aujourd'hui. Donc Iroko Zen, c'est notre premier fonds, une SCPI qu'on a lancée en novembre 2020, qui se revendique SCPI des usages de demain. Alors pourquoi je dis ça? Usage de demain, en fait, on est né en plein Covid, Iroko Zen, novembre 2020, rappelez-vous, plein Covid. Donc dans un monde très chahuté, et notamment sur l'immobilier tertiaire, puisqu'Iroko Zen fait de l'immobilier tertiaire, donc d'entreprise. L'idée d'Iroko, c'est d'être opportuniste et diversifié, et en prenant en considération justement que ce monde est chahuté. Donc évidemment, elle n'a pas vocation à aller sur les grandes tours à la Défense de 25 000 m² ou dans le nord de Paris. Elle n'a pas vocation non plus à acheter du prêt-à-porter en plein cœur des villes, mais plutôt à accompagner les transitions générationnelles, démographiques, digitales. Qu'est-ce que ça veut dire? On est sous-pondéré et surpondéré sur certaines classes d'actifs. Donc aujourd'hui, on fait peu de bureaux. On a 20-25% de bureaux en portefeuille. Et quand on fait du bureau, c'est soit les WEA de l'État, Pôle emploi, ministère de l'immigration à Madrid, ou idéalement du siège, donc du siège d'entreprise, c'est-à-dire l'élément essentiel entre guillemets d'une entreprise. Sinon, on fait davantage de commerce, pas de tout type de commerce par rapport à ce que je disais auparavant, du commerce supermarché, donc en Espagne, en France, en Allemagne, en Irlande, ou alors du commerce santé, éducation, donc des crèches, pharmacies, maisons médicales, hôpitaux. Et enfin, on a une surpondération à date en locaux d'activité, entrepôts, petite logistique. Particularité de gestion, on est ce qu'on appelle très granulaire. Alors c'est un peu barbare. Ce que ça veut dire granulaire, ça veut dire qu'on achète des actifs de taille modeste, entre 1 et 20 millions d'euros. Donc c'est un marché qui est plus dilué, un peu plus profond. Qui réduit le risque pour l'épargnant également. Qui réduit le risque, pourquoi? Parce que, j'y reviendrai après, aujourd'hui Iroko Zen a beaucoup grossi, elle compte 250 millions d'euros de capitalisation et on a déjà une soixantaine d'actifs en portefeuille. Donc effectivement, par rapport à ce que tu dis, on dilue le risque par la multiplication de petites lignes. L'intérêt de ça, c'est qu'on n'est pas face aux asset managers traditionnels qui vont volontiers sur du 30, 40, 50 millions d'euros. Et on pense que d'ailleurs, c'est un pari gagnant dans le contexte de taux actuel que nous traversons, parce que c'est des actifs qui sont historiquement plutôt portés par des investisseurs privés très fortunés ou des petites foncières. Donc il y a déjà un repricing qui s'est opéré depuis le dernier semestre. Et donc ça nous laisse davantage d'opportunités aujourd'hui. Super. 2 ans après, peut-être un petit conclusion justement sur Iroko Zen. Exactement, parce qu'on va en parler. 2021, vous aviez fait une performance assez exceptionnelle. Vous étiez, je crois, les meilleurs en rendement 2021 à 7,10%. Vous finissez 2022 avec 7,04%. Vous êtes, à ma connaissance, aujourd'hui les deuxièmes en rendement. Donc une superbe performance malgré une capitalisation, tu l'as rappelé, qui en un peu plus de 2 ans s'établit maintenant, je crois, à 250 millions de capitalisation. C'est assez exceptionnel. On voit au dernier trimestre, il me semble, 54 millions d'acquisitions, donc une énorme accélération de votre part. C'est quoi le récap pour toi de 2022? Écoute, effectivement, c'est historique. Alors, pour rappel, notre rendement cible, il est toujours important de le rappeler. 5,5. C'est 5,5, non garanti, disons les choses. Mais dépassé. Mais dépassé, voilà, effectivement, depuis 2 ans, et c'est historique qu'une SCPI dépasse les 7%. On a fait 7,10 en 2021, 7,04 en 2022. Évidemment, rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais néanmoins, effectivement, on a surperformé notre objectif. À cela, plusieurs explications, et je suppose que tu vas vouloir qu'on zoome là-dessus. C'est notamment l'absence de frais de souscription. Mais c'est également, et ça fait lien avec la taille de notre équipe, je t'ai dit tout à l'heure, on est une cinquantaine aujourd'hui chez Iroko. On s'est doté d'une équipe immobilière extrêmement forte, et en tout cas, on est même en avance de phase par rapport à notre collecte, c'est-à-dire qu'on s'est doté d'une équipe qui aujourd'hui est capable d'absorber un volume significatif, et d'autant plus qu'on fait beaucoup de granularité. C'est ce que je disais.
petits actifs, pour résumer, ça prend autant de temps que faire des gros actifs. Bien sûr. Donc il faut du monde. Et donc aujourd'hui, l'équipe IMO, c'est une quinzaine de personnes et à même d'encaisser justement cette collecte. Et alors sur l'équipe IMO, peut-être une question, parce que j'ai vu, c'est une tendance 2022, c'est également que vous êtes renforcé plutôt sur la partie internationale. Vous avez augmenté la part du portefeuille qui était investi hors de France. Comment vous avez opéré ça? Ça veut dire que vous avez des personnes dédiées dans les différents pays. Comment vous gérez cette internationalisation? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première, effectivement, déjà, on a commencé en étant franco-français parce que c'est notre marché, parce qu'on maîtrisait bien la matière et que, mine de rien, la France reste un des plus gros marchés en immobilier d'entreprise en Europe de l'Ouest. Donc c'est légitime d'y aller. Ensuite, effectivement, le deuxième élément de réponse, c'est sur les people qui composent effectivement l'équipe IMO de la société de gestion. Nos deux patrons des investissements ont des expériences. Pour le premier, sur une autre SCPI bien connue de la place, qui fait de l'investissement uniquement en Allemagne. Donc, il a l'habitude d'acheter à l'étranger, il a des correspondants locaux qu'il maîtrise bien. L'autre directrice des investissements, elle, a pu faire des acquisitions un peu partout en Europe. Donc effectivement, c'est une matière qu'ils connaissent aussi, une capacité à aller investir là-bas. Ensuite, on a des partenaires locaux aujourd'hui. Compte tenu de nos volumes et notre souhait d'accélération d'ailleurs sur l'étranger, on n'exclut absolument pas effectivement le fait de se positionner localement à l'international, en tout cas sur les pays qu'on couvre en grande majorité. Je pense notamment à l'Espagne où on a beaucoup investi. Mais aujourd'hui, ça fonctionne de manière efficace pour le moment. Super. Et du coup là, excellent début clairement de votre part. Comment vous envisagez 2023? C'est un contexte un peu chahuté, on parle toujours de hausse des taux. Quel impact pour vous? Quelle stratégie? Plus d'international? Comment vous envisagez en fait cette année qui commence? Alors déjà, effectivement, bon, là j'enfonce une porte ouverte, la hausse des taux fait bouger tout ça. Si j'essaie de dévulgariser ça au maximum, ce qui se passe, c'est que bon, l'immobilier est naturellement très corrélé à l'actif sans risque, l'OAT 10 ans en France, et vous avez ce qu'on appelle une prime de risque justement entre l'actif sans risque et les rendements de l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe si l'actif sans risque monte? Si je résume vraiment de manière très dévulgarisée, c'est qu'il faut à un moment donné reconstituer la prime de risque pour que investir en immobilier ait du sens. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a eu les taux qui ont augmenté, donc l'immobilier commence à réagir. Et donc, à partir de l'été dernier, il y a eu un bras de fer entre le vendeur qui vivait encore dans l'ancien monde et l'acheteur qui se retrouvait à vouloir acheter forcément dans de meilleures conditions. Bien sûr. Alors, toutes les classes d'actifs n'ont pas réagi de la même manière, tous les acteurs n'ont pas réagi de la même manière. Il y a une conclusion qu'on peut faire de manière assez directe, c'est que les CPI sont une des grandes gagnantes de ce momentum. Pourquoi? Et à venir d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les SCPI qui collectent ont du cash et elles ont cette capacité à acheter en cash sans dette. Donc à négocier mieux, en fait, c'est ça que… Exactement, elles ont une force de frappe qui est significative et qui permet effectivement d'acheter malgré un contexte de taux et de dette compliqué. Maintenant qu'on a dit ça, comme je disais, toutes les classes d'actifs n'ont pas réagi de la même manière. Nous, comme je te le disais, on est très granulaire et on s'est beaucoup chargé par exemple en commerce en fin d'année dernière. Pourquoi? Parce que le commerce, sur notre taille d'actifs, est historiquement porté par justement des investisseurs privés très fortunés, des petites foncières. Et donc, ils ont eu un problème de dette, de leverage. Et nous, on a pu effectivement saisir des opportunités là-dedans, au détriment d'ailleurs d'une classe d'actifs qu'on aime beaucoup, qui est locaux d'activité, logistique, entrepôt. Et là, cette année, qu'est-ce qui se passe en début d'année? C'est justement, on recharge un peu plus dans les locaux d'activité parce qu'on ressaisit des opportunités. A l'inverse aussi, tous les marchés européens, cette fois-ci, là je parlais de classe d'actifs, mais les marchés européens n'ont pas réagi de la même manière. L'Allemagne, par exemple, il recommence à y avoir des opportunités. C'est un marché qui est historiquement cher depuis quelques années. On y allait peu parce que ça n'était pas en cohérence, on va dire c'est comme ça, avec notre objectif de rendement. Et aujourd'hui, on recommence à saisir des opportunités. D'accord. Donc il y a vraiment des décorrélations et des opportunités à saisir. Oui, donc il faut être opportuniste au bon endroit au bon moment. Exactement. Donc ça confirme une chose, c'est que le fait d'être diversifié, opportuniste et dynamique, c'est vraiment la bonne attitude aujourd'hui en 2023 compte tenu du contexte. D'accord. Et en deux stats qui intéressent en fait souvent les investisseurs SCPI, qui sont évidemment le taux de distribution, donc la rentabilité, le rendement de l'investissement et la valeur de reconstitution qui peut avoir un impact sur le prix de part. Comment tu vois 2023? Distribution stable, valeur de reconstitution, Écoute, comment ça va se passer?
Nous, dans notre... c'est non garanti, donc je prends toutes les Bien sûr. pincettes Non, on ne peut pas utiles. savoir ce qui va se passer, mais c'est Mais en plutôt tout cas, on s'est fixé comme objectif un rendement de 6,75 pour 2023. Ok. Donc il y a des opportunités. La hausse de taux fera qu'au final, les rendements qu'on pourra aller chercher seront plus importants, au détriment de la valeur, tu en parles. Donc pour ça, il y a des buffers. Enfin, on peut mettre en place des choses qui vont nous préserver sur la valeur. D'ailleurs, avant de partir sur cette partie, je vais quand même aussi dire qu'à mon sens, dans les SCPI gagnantes, il y a différentes SCPI qui vont gagner pas de la même manière. C'est-à-dire que je suis intimement convaincu que les grandes gagnantes parmi les SCPI seront les SCPI jeunes, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas que le cas d'Iroko, ce sera le cas effectivement de toutes les SCPI. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, dès lors qu'elles collectent, elles vont pouvoir embarquer un stock avec le nouveau prix qui sera suffisamment représentatif dans le stock global de la SCPI pour justement jouer sur les valeurs et les rendements. C'est vrai que les SCPI historiques vont, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais se traîner un stock historique d'immobilier un peu plus cher qui pourrait effectivement subir ce qui se passe sur le contexte taux actuel. Maintenant que j'ai dit ça, donc effectivement on vise du 6,75 non garanti. Et écoute, vu les opportunités qui se présentent, on pense effectivement pouvoir les saisir. Bah écoute, super, on attend ça avec impatience. Petit zoom sur une des caractéristiques très importantes d'Iroko. Vous étiez, je crois, la deuxième SCPI à faire du zéro frais sur le marché. C'est un positionnement qui vous a valu certaines critiques de la part d'acteurs un peu plus établis, notamment qui mettent en avant une possibilité de risque de liquidité avec des investisseurs qui seraient moins investis sur le long terme. Comment tu réponds à cette question ? Écoute, effectivement, on est la deuxième, il y en a 3 désormais. Je pense que les classements dont tu as fait allusion, en tout cas, ce n'est pas le seul critère d'investissement dans une SCPI, mais en tout cas, le taux de distribution affiché par ces 3 SCPI. Ou qui sont dans le haut du panier pour les 3. Sont dans le haut du panier, et je pense que ça ne prouve qu'une seule chose, c'est que ça prouve une pertinence de modèle. Nous, quand on a créé Iroko, effectivement, on voulait un modèle suffisamment vertueux pour préserver les intérêts à la fois de la société de gestion, on n'est pas philanthrope, de nos distributeurs tels que Louvre, vous n'êtes pas philanthrope, et aussi de l'investisseur qui veut avoir du rendement. Et la structure de frais, effectivement, historiquement, il y a 9-10% en moyenne de frais de souscription sur les SCPI. On a voulu tout simplement la supprimer. Et l'idée, effectivement, c'est de ne plus payer pour voir et de pouvoir consommer son investissement comme n'importe quel autre placement. Maintenant, par rapport au point que tu soulèves, effectivement, est-ce que ça rend plus volatile le véhicule ? Enfin, plus liquide en fait, parce que la volatilité à la rigueur, elle est plutôt établie par la valeur de constitution. Mais le sujet, c'est les investisseurs vont-ils, je crois que la moyenne est de plus de 20 ans aujourd'hui sur la détention, est-ce que ce sera le cas chez vous ou en pas ? fait, j'adore ta question parce qu'elle y répond en partie. C'est-à-dire effectivement, l'IEIF dit que la durée moyenne de détention d'une SCPI, c'est 23 ans. La seule chose que moi je lis, alors peut-être que j'ai un biais dans ma lecture, c'est que in fine, ce n'est pas les frais de souscription qui font que les clients restent. C'est la satisfaction. On a largement absorbé entre guillemets les frais de souscription en 23 ans. C'est plutôt que le produit est historiquement performant, pertinent dans une allocation d'un client. Et donc, à mon sens, les frais de souscription, entre guillemets, être mis en prison, enfin j'exagère un peu, mais ne peut pas être le seul justificatif justement pour gérer la liquidité d'un véhicule. Si le produit est performant, il n'y a aucune raison que le client s'en aille, qu'il ait payé ou pas. Non mais blague à part. En revanche, et ça sera le cas de toutes les SCPI, s'il y a un choc de marché sur l'immobilier, on sera comme tous, qu'on n'ait pas de frais ou des frais, les clients voudront sortir. Et là, on aura exactement les mêmes contraintes que n'importe quelle SCPI. C'est les souscriptions qui font les retraits. Bien sûr. Bon. Super. Écoute, merci, c'est hyper clair. On aime bien poser cette question également, c'est de se dire, si tu devais définir Iroko par un bien emblématique qui fait partie du portefeuille de la SCPI, ce serait lequel et pourquoi ? C'est très dur. C'est très dur parce qu'effectivement, Iroko, son essence même, c'est la diversification, c'est la granularité, c'est justement le touche-à-tout en classe d'actifs. J'en ai plein en tête. Peut-être un seul qui te paraît vraiment pertinent pour les auditeurs ? Écoute, c'est difficile. Allez, à la limite, je vais en citer un. Ça ne sera pas le plus pompeux entre guillemets en termes de localisation, mais je pense notamment à un actif qui est dans le sud-ouest de la France, que j'estime être très bien dans son marché, qui regroupe notamment 2 actifs, une pharmacie et un supermarché, donc 2 activités essentielles. Et je trouve qu'effectivement, c'est un actif urbain, périurbain.
Et je trouve que c'est très représentatif de ce qu'est Hirokozen, c'est-à-dire une SCPI urbaine, PE urbaine, vers le commerce essentiel, vers l'activité essentielle et qui sert au quotidien. Super. Dernier point pour nous aujourd'hui, vous êtes labellisé ISR. L'ISR est parfois un peu remis en cause parce qu'on peut le qualifier parfois de un peu abstrait, on a du mal à comprendre exactement ce que ça implique. Dans votre cas, l'engagement ISR, il se traduit comment? Ouais. Écoute, alors effectivement, un des credos d'Iroko, ça a été de dire qu'on n'oppose pas engagement et performance. Alors, ce qui est cool justement dans l'immobilier, c'est que l'ISR il est beaucoup plus palpable, hein, parce que c'est des actions concrètes. Effectivement, on sort un peu de la data pour arriver sur du très concret. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur notre parc, hein, pour donner quelques exemples des réalisations 2022, on met en place des bornes électriques, on met en place du photovoltaïque, des déstratificateurs, c'est-à-dire des souffleries qui viennent rabattre la chaleur au sol dans les entrepôts. Enfin, ce genre de choses qui sont extrêmement lisibles, visibles par l'investisseur qui s'y intéresse. Donc ça, il y a des actions concrètes. Donc là, c'est vraiment de l'amélioration énergétique. Après, il y a aussi des actions plus abstraites qu'on fait auprès de nos locataires. C'est de l'éducation en fait, ESG, c'est-à-dire qu'on va les accompagner sur des bonnes pratiques, sur les tris, sur l'utilisation de l'électricité, etc. Donc ça, c'est toute une pédagogie qu'on met en place, et notamment avec notre Green Asset Manager, puisqu'on a une personne dédiée à ça à l'immobilier qui fait que du green. Et ensuite, donc là, je t'ai parlé effectivement de nos engagements ESG et de la réduction énergétique. Après, on est aussi convaincu qu'on oublie parfois le décret tertiaire, il arrive à grands pas. On est en 2023, les premières échéances c'est 2030. Et tu parlais tout à l'heure de valeur d'expertise. D'ailleurs, sous réserve de validation définitive, on est en légère progression encore cette année avec une valeur de reconstitution à 207,15 € à peu près. Donc au-dessus de la valeur du prix de part, hein, pour rappel. Au-dessus de la valeur du prix de part, comme l'année dernière, donc ça veut dire qu'on a plutôt bien acheté. Et ça, notamment, ça a été porté aussi par nos actions ISR, parce que quand tu mets effectivement des capex, enfin des travaux dans tes bâtiments et que tu montres que d'un côté, tu améliores la performance énergétique, que tu vas dans la bonne direction d'un point de vue du décret tertiaire, qui en plus, au final, celui qui a le premier héritage entre guillemets de tes actions énergétiques, c'est le locataire, c'est lui qui va en profiter à plus court terme sur sa facture. Et que tu peux l'engager potentiellement dans une plus longue durée, ça se reflète en valeur sur ton patrimoine. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, je pense que c'est en fait le meilleur exemple, le meilleur moyen pour même engager des investisseurs, c'est de réussir à allier la performance et l'engagement. Et c'est apparemment ce que vous avez réussi à faire. Exactement. Écoute, Pierre-Antoine, c'était un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. Merci Clément, merci beaucoup.